Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast lecture de l'Afrophilo. Aujourd'hui, nous allons lire un chapitre du livre Négritude et négrologue de Stanislas Pero Adotevy, publié pour la première fois en 1970. C'est parti. Le titre du chapitre, La naissance d'un mythe. J'en ai suffisamment dit pour qu'on sache de quoi je veux parler. J'ai dit les mérites, j'ai dit la dette. Lors je peux me permettre de puiser à pleine main dans l'immense sottisier. Les citations qui précèdent sont des nègres eux-mêmes. Mais il y a les négriciens, les négrologues et les sympathisants de tout crin, comme tous ceux qui écrivent sans savoir de quoi ils parlent, pourvu qu'il y ait des nègres et les nègres se sentent concernés. Il y a aussi ceux qui ont peur de leur ombre et qui, prophètes du passé, se tuent à retarder lors du jugement dernier. Tout ce monde, entre l'orgie verbale et le plaidoyer pour soi, use de 1000 biais pour défendre la négritude dont ils se sont menacés. Je parle toujours de la négritude, mais de la négritude à travers le dédale des mystifications et le dictionnaire des impostures néocoloniales. J'ouvre un livre, Afrique noire, terre inconnue. Il est de 1951 et dans la préface, sous la plume de A. Gauthier Walter, je découvre. J'ouvre les guillemets. Parmi les peuples divers de notre planète, chacun a exprimé d'abord un trait particulier de la condition humaine de la culture, soit. Ceux de l'Europe ont excellé dans l'intégration de l'homme à la nature, tandis que les négro-africains, dans un élan prodigieux d'amour, s'abandonnaient aux forces telluriques. Je ferme les guillemets. Les bras nous tombent, mais il y a mieux. Il y a Senghor et ses acolytes qui, avec entêtement et une naïveté de Ramina Grobi, s'acharnent à maintenir le concept dans son inachèvement théorique imaginaire. Senghor parle beaucoup du nègre. Il nous parle de nous pour nous. Tout y est, rien n'y manque. Parfois aussi le nègre, et les autres, plus souvent les autres que les nègres. Mais c'est toujours et surtout du nègre qu'on parle, du nègre de la négritude bien entendu. Mais voyons un peu ce qu'il est ce nègre. Il est, nous dit-on, naturellement bon, il aime faire l'amour, innocent et heureux, son royaume est celui de l'enfance. Senghor, qui se donne le dandysme de cette pensée, est en même temps celui qui prétend mieux nous connaître, pour avoir mieux que quiconque éprouvé l'African way of life. Mais quid au juste de ce mode de vie africain? Thomas Melady, à sa suite, le définit dans son Portrait des responsables africains comme une union mystique de la nature et des forces surnaturelles. Et citant Senghor, ouvrons les guillemets, nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Je ferme les guillemets. L'auteur américain nous révèle le fond secret du nègre, qui est délire. Mais laissons la parole à Senghor lui-même. J'ouvre les guillemets. On l'a dit souvent, le nègre est l'homme de la nature. Il vit traditionnellement de la terre et avec la terre, dans et par le cosmos. C'est un sensuel, un être au sens ouvert, sans intermédiaire, entre le sujet et l'objet, sujet et objet à la fois. Il est d'abord son, odeur, rythme, forme et couleur. Je dis tact, avant que d'être œil comme le blanc européen. Il sent plus qu'il ne voit, il se sent. C'est en lui-même, dans sa chair, qu'il reçoit et ressent les radiations qu'émet tout existant objet. Ébranlé, il répond à l'appel et s'abandonne. Allant du sujet à l'objet, du moi au toi, sur les ondes de l'autre, il meurt à soi pour renaître dans l'autre. Ce qui est la meilleure façon de le connaître. C'est dire que le nègre, traditionnellement, n'est pas dénué de raison, comme on a voulu me le faire dire. Mais sa raison n'est pas discursive, elle est synthétique. Elle n'est pas antagoniste, elle est sympathique. C'est un autre mode de connaissance. La raison nègre n'appauvrit pas les choses. Elle ne les moule pas en des thèmes rigides, en éliminant les sucs et les sèves. Elle se coule dans les artères des choses. Elle en épouse tous les contours pour se loger au cœur du vivant. La raison blanche est analytique, par utilisation, la raison nègre intuitive par participation. Je ferme les guillemets. Autrement dit, le nègre est une espèce particulière, étrangère à toute détermination, extérieure à toute histoire. La description senghorienne du nègre est une physiologie qui s'abîme dans la métaphysique. Dans ce miroir des révélations senghoriennes, nous venons de découvrir que notre race n'a pas changé depuis la création. Bons et généreux, nous n'avons pas eu depuis des siècles d'autres soucis que d'attendre dans les transes l'immanente parousie. Nos ancêtres, qui étaient de purs esprits, n'eurent d'autres préoccupations que de décliner les attributs de l'être. Et lorsque Senghor écrit, après le père Temples, que les nègres vivent d'idées et selon leurs idées, il défend probablement que seule la puissance de l'image et la puissance de la parole suffisent à expliquer les bouleversements qui affectent nos sociétés traditionnelles, dont certaines furent solidement structurées et excessivement prospères. Mais la colonisation et le christianisme, et la traite et son terrible traumatisme, mais le cauchemar de nos indépendances reprises, et puis enfin,
Tout ce qui implique aujourd'hui le renouvellement des forces productives. Le théoricien qu'il se veut ignorait-il les horribles grimaces qu'ils font dans le ciel de nos rêves et de nos désirs? L'attitude intellectuellement irrecevable de toute cette école fait dévier sciemment et dangereusement à des fins réactionnaires de suggestion à l'étranger le mouvement originel de la négritude. Et il ne s'agit pas seulement de postulats de départ. Tout dans cette théorie de la négritude est une mascarade, une cavalcade de clichés grotesques et ridicules, une chevauchée de néologismes creux à trait d'union. Regardons-la de plus près. D'abord, la négritude, telle qu'on la brade, repose sur des notions à la fois confuses et inexistantes, dans la mesure où elle affirme de manière abstraite une fraternité abstraite des nègres. Ensuite, parce que la thèse fixiste qui la sous-tend est non seulement anti-scientifique, mais procède de la fantaisie. Elle suppose une essence rigide du nègre que le temps n'atteint pas. À cette permanence s'ajoute une spécificité que ni les déterminations sociologiques, ni les variations historiques, ni les réalités géographiques ne confirment. Elle fait des nègres des êtres semblables partout et dans le temps. Or, qu'y a-t-il de commun entre le nègre africain et le nègre américain, sinon, et encore, la couleur de la peau? Il y a sans doute ce fond commun de 3 siècles de traite ou d'inconscient collectif. Mais là encore, les variations historiques, géographiques et sociologiques leur ont donné des applications différentes. Même en Afrique, les problèmes diffèrent pour peu qu'on passe du Dahomey à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Ghana. Et que dire de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Rwanda? Au demeurant, voici un texte un peu long, mais utile de Peter Abrahams, qui nous raconte dans une narration de tragique beauté comment il perdit au Ghana, dans une même fuite, sa foi et le souvenir de ses rêves inutiles. J'ouvre les guillemets. C'était un jour d'août, chaud humide, oppressant à Accra, capitale de la Côte de l'Or. Aujourd'hui le Ghana. L'air avait le calme de la mort. Je marchais vers la mer. Peut-être y trouverais-je un peu de brise. Comme j'approchais, je fus saisi par le souffle infect qui venait de la mer et où dominait l'odeur du poisson pourri. Le silence à nouveau, les battements un peu plus précipités de mon cœur, le murmure de la mer, et bien sûr la toute puissante odeur du poisson avarié. Je pensais à Richard Wright, avec qui j'avais déjeuné ce matin-là. C'était son premier séjour en Afrique. Et tout lui semblait ahurissant. Quand Cullen, le défunt poète noir américain, avait posé la question. Depuis 3 siècles, loin des paysages, cher à mes pères, bosquets d'épices et arbres à cannelle, qu'est-ce que l'Afrique pour moi? Wright recevait la réponse de l'Afrique et la trouvait déconcertante. Il était abasourdi par l'inconscience sexuelle. Il y avait trop de facilité dans les rapports, disait-il. Cela finissait presque par abolir la sexualité avec toutes les implications d'ordre émotif dont l'entoure l'esprit occidental. Il avait secoué la tête d'un air un peu dégoûté. Les rigoles où urinaient gamins et vieillards l'avaient amené à conclure que l'on urinait en Afrique bien plus qu'ailleurs. La vue de jeunes hommes qui dansaient ensemble en se tenant les mains avait choqué le puritain en lui. Il me dit ce matin-là ce qu'il devait résumer ainsi dans son livre sur la Côte de l'Or. Je ferme le guillemet dans le guillemet. Ce que Wright ne comprenait pas, ce que son passé et sa formation l'empêchaient de saisir, c'est que le fait d'être noir ne suffit pas à vous faire pénétrer l'Afrique tribale. Mais comment l'aurait-il pu, alors que des milliers d'Africains des villes eux-mêmes n'y parvenaient pas? Les esprits les plus déliés parmi eux commençaient à peine à en prendre conscience. Je ferme les guillemets. On ne pouvait mieux démonter le mécanisme et récuser plus sérieusement la fantaisie. Ici, le délire n'est plus de mise, et le caractère absurdement abstrait du concept apparaît davantage au fur et à mesure que se développe la pensée de l'écrivain sud-africain. Il parle de Peter Abrahams. J'ouvre les guillemets. Être noir a peu d'importance dans l'Afrique des tribus, car le comportement racial y est sain et naturel. La couleur de la peau ne compte pas. C'est un don de Dieu qui n'est ni un privilège ni un handicap. La peau d'un homme est à l'image du jour, claire ou sombre. Ce n'était rien de plus avant que des conceptions étrangères ne viennent donner à la couleur de la peau un sens, une importance particulière. Wright était étonné de ce que même les Africains instruits, lettrés, conscients de leur race, n'aient jamais entendu parler de lui et aient eu quelque peine à imaginer qu'un homme adulte gagne sa vie en faisant des livres. Il ne comprenait pas quel genre d'écrit pouvait donner à un homme les moyens de faire vivre une famille. Wright cherchait vraiment à pénétrer les Africains, mais les trouvait déroutants, difficiles à connaître. Je ferme les guillemets. Le malheur de Wright vient, selon Peter Abrahams, de n'avoir pas compris les vrais problèmes de l'Afrique concrète. Je réouvre les guillemets. La conscience de race, si aiguë chez le noir américain ou chez celui d'Afrique du Sud, victime de l'apartheid, lui est étrangère. La race et la couleur de peau étaient ses dernières préoccupations, avant qu'on ne le contraigne à y penser. Et la mère Afrique
est trop vaste pour lui inspirer un sentiment global. C'est un pays de montagnes gigantesques, de jungles profondes et de vastes déserts. Dans ses rivières, ses forêts, ses prairies se cachent des créatures ennemies de l'homme, le léopard et le lion, le serpent et le crocodile. Tout cela rend difficile les voyages traditionnels et les peuples vivaient isolés. L'Africain qui séjourne en Angleterre est sans doute mieux informé de ce qui se passe sur le vaste continent que son frère qui vit dans une ville de l'Afrique, tribale ou non. Je ferme les guillemets. Toute ma sympathie, concluait Peter Abrahams, allait à Wright, la nôtre aussi. Mais laissons Peter Abrahams et Wright à leur état d'âme. Et revenons à l'Afrique pour constater que ces concepts galvaudés, loin d'exprimer une réalité précise, sont ceux qu'on peut utiliser à propos de n'importe quoi et de n'importe qui. Prenons par exemple les concepts de solidarité et de bonté africaine. On croirait, en les lisant, entendre George Sand parler de ces paysans du Berry. La même douceur, la même innocence tranquille, et à quelques détails près, les mêmes superstitions. Quant au contenu de ces concepts, la première interrogation révèle une imprécision péniblement déroutante. Outre que les mots solidarité et bonté prennent leur sens à partir d'une réalité douteuse, ils apparaissent souvent comme des notions négatives, valables seulement en tant que prétexte poétique quand on ne l'utilise pas comme instrument de mystification politique. La solidarité, notion généreusement vaporeuse, dont se servent généralement les ethnologues et autres psychodramaturges pour masquer leur géniale confusion, n'est pas, si nos réminiscences sont encore vivaces, le seul fait des Africains. On la rencontre dans les groupes et les sociétés où sévit la rareté, où on apprécie la solidarité de la classe ouvrière, le sens de l'hospitalité caractéristique des peuples sous-développés, la gentillesse des Auvergnats et des Bretons, l'obsession de la fraternisation chez les Algériens, Bicot et Pieds Noirs, j'en passe. Quant à la participation dont on nous rebat les oreilles, elle n'est autre que cette solidarité des êtres et des choses, et qui est une réponse hallucinatoire à la résistance d'un monde où la modicité des moyens de production empêche encore de réveiller les forces endormies au sein de la nature. Mais plus grave est la tendance de cette école à utiliser sa thèse fixiste, éternitaire et abstraite du nègre, les lieux communs, éculés des théories les plus réactionnaires. Lorsque Senghor écrit que le nègre ne constate pas qu'il pense, ils sont qu'ils sont. Ils sont son existence. Ils se sont. Et plus loin, parce qu'ils sont l'autre. Parce qu'ils sont l'autre, il va vers l'autre, sur le rythme de l'autre, pour connaître à lui et au monde. Il reprend à la lettre, et presque de manière scolaire, ce que Lévi-Brühl, le père du primitivisme, a lui-même dénoncé dans ses carnets comme des erreurs. On sent en effet que le primitif, dans les ouvrages de Lévi-Brühl, est un être plus de chair que de raison. Il est sensuel et mystique, essentiellement affectif, et tout entier saisi par l'émotion. Sa vie intellectuelle est constamment sous l'instance des sens. Sa pensée est prélogique, c'est-à-dire rebelle à toute objectivité. Pas besoin de solliciter les textes pour dire que l'esthétique négro-africaine juxtapose terme à terme les mêmes idées. On y parle de sensibilité de l'homme noir, de sa puissance d'émotion. Car, j'ouvre les guillemets, ce qui saisit le nègre, c'est moins l'appartenance de l'objet que sa réalité profonde, sa surréalité, moins son signe que son sens. L'eau l'émeut parce qu'elle coule, fluide et bleue, surtout parce qu'elle lave, encore plus parce qu'elle purifie. Signe et sens expriment la même réalité ambivalente. Cependant, l'accent porte sur le sens, qui est la signification non plus utilitaire, mais morale, mystique du réel, un symbole. Il n'est pas sans intérêt que les savants contemporains eux-mêmes affirment la primauté de la connaissance intuitive par sympathie. Je ferme les guillemets. Prenons maintenant cet autre passage d'un autre livre. Il nous apprend que la mentalité des sociétés inférieures est de caractère essentiellement prélogique et mystique, c'est-à-dire qu'elle est orientée autrement que la nôtre, en parenthèse les occidentaux, que les représentations collectives y sont régies par la loi de la participation et de la sympathie, indifférentes par suite à la contradiction et unies entre elles par des liaisons et des préliaisons déconcertantes pour notre logique. En d'autres termes, j'ouvre les guillemets, l'activité mentale du primitif n'est pas un phénomène intellectuel ou cognitif pur. C'est toujours un phénomène complexe, où la représentation est confondue avec d'autres éléments de caractère émotionnel ou moteur. La connaissance est toujours colorée par le sentiment, pénétrée par l'émotion. L'idée, l'image, l'émotion, la passion se fondent avec l'objet dans une essence commune. Je ferme les guillemets. Ces lignes de Lévi-Brühl et viennent directement des fonctions mentales dans les sociétés primitives. En levant primitif, mettons-y le mot nègre, et nous obtenons jusqu'au plagiat le développement de l'inoubliable sentence de Senghor. L'émotion est nègre comme la raison est hélène.
ahurissante. La phrase trahit surtout une mentalité fort troublante. Senghor a lu Lévi-Breuil, c'est évident. C'est même certain. Il a par conséquent connu, mais probablement rejeté, les carnets et l'extraordinaire honnêteté de cet homme qui, en pleine gloire officielle, alors que le primitivisme faisait rage dans les milieux colonialistes et délicieusement réactionnaires, n'a pas craint de tout remettre en cause, détruisant ainsi l'œuvre de son existence dans ces lignes d'une émouvante sincérité. J'ouvre les guillemets. J'avais déjà mis beaucoup d'eau dans mon vin. J'abandonne une hypothèse mal fondée. Je ne parle plus d'un caractère prélogique de la mentalité primitive. Du point de vue strictement logique, aucune différence essentielle entre la mentalité primitive et la nôtre, dans tout ce qui touche à l'expérience courante ordinaire, transactions, etc. Ils se comportent d'une façon qui implique le même usage de leurs facultés que nous faisons des nôtres. Pour la loi de participation, j'affirmerai une fois de plus que la structure logique de l'esprit est la même chez tous les hommes et que par conséquent, les primitifs, tout comme nous, rejettent la contradiction quand ils l'aperçoivent. Je ferme les guillemets. Comme on est loin du caractère antico-lyrique de ces braves sauvages, et surtout, comme on comprend mal pourquoi et comment, plus de 20 ans après, ces coups portés au primitivisme par son géniteur, Senghor, lui et pas un autre, ait osé encore écrire en l'assaisonnant de Gobineau. La race blanche est analytique par utilisation, la race nègre est intuitive par participation. À moins que derrière ces déclarations, il n'y ait une intention bien arrêtée, la même que celle démasquée par Césaire dans son implacable réquisitoire contre la philosophie bantoue du père Temples. Nous y reviendrons. Notice bibliographique du révérend père Temples. Nom, Temples, prénom, Placide, nationalité belge. Probablement fils et petit-fils de Belge et sûrement belge lui-même. Profession missionnaire, prêtre des colonies. Lieu de travail Congo, autrefois, Léopoldville puis Kinshasa. Puis Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Ouvrage principal, La philosophie bantoue. Un livre que tout le monde devrait avoir sans sa bibliothèque, Senghor. Genèse du livre. Ceci est un essai d'interprétation selon les méthodes de l'analyse compréhensive et n'engage que moi. 2 points. Difficulté de l'union minière. Les nègres ne suivent pas car ils pratiquent de plus en plus mal la religion chrétienne. Texte du père Placide Temples. J'ouvre les guillemets. Tant nous bantous évolués, civilisés, voire chrétiens, retournent à leur attitude ancienne chaque fois qu'ils sont sous l'emprise des ennuis, du danger et de la souffrance. De nombreux bantous, trop superficiellement convertis ou civilisés, retournent donc, poussés par une force déterminante, aux comportements et conceptions hérités de leurs ancêtres, qui leur ont dicté par leur atavisme. Il y a lieu de rechercher l'instrument intellectuel, le concept et les principes fondamentaux philosophiques des bantous. Donc, afin de mieux aider les autorités coloniales et singulièrement de l'union minière, le père Temples cogite. J'ouvre les guillemets. Le fait qu'en haut lieu, on ne sait plus à quel sein se vouer pour diriger les bantous, qu'il s'y trouve moins que jamais une politique indigène stable et qu'on y demeure à court lorsqu'il s'agit de fournir des directives solides et dignes de crédit pour rassurer l'évolution et la civilisation des Noirs, me paraît devoir être attribué à l'ignorance de leur ontologie et à ce qu'on n'a pas encore réussi à faire la synthèse de leurs pensées, à ce qu'on n'est, par conséquent, pas à même de les juger. Ferme les guillemets. Conclusion. Dès que les bantous auront retrouvé leur mémoire, la névrose disparaîtra. Ceci réalisé, il n'y aura plus de problème avec les bantous. Tout le monde sera quitte. Les bantous, nous le savons, et ils le savent, ont maintenant leur civilisation. Mais leur civilisation permet de placer le blanc au-dessus d'eux. Cela aussi, ils viennent de l'apprendre depuis l'ouvrage du père Temples, prêtre selon Melchisedec et missionnaire de la très haute union minière. Bon, il est très taquin le père Adotevi. Conclusion du chapitre, on ne s'étonnera plus de l'amour filial de Senghor. La négritude est sur le plan politique ce que la philosophie bantoue est idéologiquement pour l'Afrique. Senghor, c'est le père Temples, mis en mouvement pour la même cause et dans la même mésaventure.